Bonjour. Je vous rassure tout de suite, la série de livres, là, ça n'est pas uniquement pour me cacher derrière, même si ça ressemble un petit peu à ça. J'avais envisagé de photographier les couvertures pour qu'on vous les projette, parce que certaines ont vraiment un rapport important avec le contenu. Puis je l'ai pas fait. Donc c'est juste pour que vous les voyez. Je vais tâcher de pas les faire tomber en remuant. Et ça vous donne un petit peu une idée aussi de la production de Gaël Josse, on va dire ces 10 dernières années, ce qui est quand même peu de temps. Alors, on va donc parler de Gaël Josse. Juste une seconde. Oui. Est-ce que vous entendez bien? Alors, je rapproche ça. Voilà. Je peux parler plus fort aussi. Si non, rapprochez le micro. Voilà. La première fois que Geneviève m'avait proposé de parler d'un auteur que j'aimais beaucoup, je lui avais dit, que je lisais surtout des auteurs anglo-saxons, en fait, et deux, que dans les auteurs français qui me passionnaient le plus, celui qui s'appelle Patrick Deville me paraissait beaucoup trop compliqué. Je me sentais pas capable de rendre abordable l'œuvre de Patrick Deville. Vous voyez peut-être, c'est un monsieur qui aborde on va dire des sujets historiques ou sur différents continents et de manière complexe, on va dire. Là, je crois qu'on va avoir affaire à quelqu'un qui écrit de manière, on va dire, assez classique pour faire vite, qui est abordable au point que on la lit bien dans les bibliothèques, comme la petite bibliothèque associative dont je m'occupe. On la lit, paraît-il, dans les lycées et les collèges. Donc c'est peut-être que vous allez trouver du coup que je me suis facilité la tâche un peu beaucoup en passant d'un extrême à l'autre. Moi, je sais très peu de choses de cette dame, donc je vais pas m'attarder. Elle est née en 1960, donc c'est une petite jeune. Voilà. Les courtes biographies qu'il y a au début de chaque livre, et ce sont toujours les mêmes en gros, disent qu'elle a fait des études dans 3 domaines, le droit, le journalisme et la psychologie clinique, ce qui je pense a à voir avec certaines de ses préoccupations, qu'elle a vécu longtemps en Nouvelle-Calédonie, que maintenant elle vit dans la région parisienne, qu'elle a commencé par publier des recueils de poésie en 2005. Alors, je n'ai pas trouvé les plus anciens. Je suppose que c'était des toutes petites éditions et qu'elles ne sont plus disponibles. Par contre, celle-là, par exemple, c'est un recueil de cette année et ça vous donne une idée un petit peu de la légèreté du dispositif dans la page et c'est assez sympathique. Bon. Elle a commencé à écrire des romans en 2011, publié des romans en 2011. Le premier étant celui qui est tout au bout là, je les ai mis à peu près dans l'ordre, je crois. Et La Nuit des Pères vient de paraître en 2022. Ça fait quand même sur 10 ans, 11 ans, ça fait une assez jolie série. Ça se trouve chez 3 éditeurs différents. Ceux qui sont réédités sont généralement réédités en en poche. Ils ne le sont pas encore tous, mais je crois qu'il y en a pas mal. Il y en a moi c'est Françoise qui m'a donné l'information. Elle parlait la semaine dernière sur France Inter dans une émission qui s'appelle Sources, où on l'interrogeait surtout sur ses sources d'inspiration, un peu sur sa manière de travailler. Alors, je n'y ai pas forcément appris beaucoup de choses sur les œuvres, mais sur la manière dont elle entre dans une œuvre, avec cette jolie formule qui dit que ce n'est pas elle qui choisit ses sujets et ses personnages, ce sont ses personnages qui la choisissent. Bon, on va en avoir un petit écho dans une citation. Je voulais vous rassurer aussi tout de suite, je ne vais pas vous parler de tous les livres qui sont là. Je vais essayer d'alléger un peu le propos, mais bon, c'est toujours un petit peu difficile. Alors non seulement je vais pas vous parler de tous, mais je vais aussi essayer de ne pas vous raconter ce dont je parlerai le plus, parce que ce sont des romans
très simples a priori, mais où il y a toujours une tension, une attente et un suspense qui tiennent plus à ce qui se passe dans la tête des personnages qu'aux événements qui se produisent. Et donc ce serait un petit peu dommage de tout déflorer, on va dire, parce que j'espère que vous aurez envie d'en lire quelques-uns. Ce sont des livres légers, hein, le premier ne fait pas 100 pages, le plus long, je crois, c'est peut-être bien Ce matin-là, et il en fait à peine plus de 200. Hein, on tourne autour de la centaine de pages, et j'ai quand même l'impression que ces livres brefs sont extrêmement denses. Enfin, je ne sais pas si ça fait le même effet à ceux qui en ont lu. Je vais commencer par un petit texte. Attendez, je vais photocopier en principe ce que je voulais vous lire. C'est un texte qui est tiré d'un recueil, de textes en prose courts sur le thème de la voix. Elle dit qu'elle a écrit ça un petit peu partout, aussi bien dans le métro, chez elle, en voyage, au travail, etc. Et elle est fascinée par les voix. Alors, ça va me servir un petit peu de justification pour le sous-titre, ou le titre que j'avais proposé pour cette présentation, à savoir polyphonie, qui paraît un peu prétentieux, mais enfin bon. Elle écrit donc dans ce livre « Pourquoi ce besoin de sans cesse relire certains livres, certains auteurs ? Il n'y a plus de découverte. Pourquoi alors ? Entendre leur voix, écouter leur phrasé, leur façon d'assembler les mots, les images, les idées, en un ensemble qui m'émeut, m'emporte, me questionne. Entendre un son juste, comme on réassure sa voix à l'aide d'un diapason. Il suffit de quelques lignes pour retrouver la sensation d'approcher quelque chose de parfait, pour déclencher cette approbation, cet assentiment intime, ce « oui, c'est bien ça », pour la musique. Et Phèdre, au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous, ou trouvé, ou perdu. Pour le vent qui souffle dans le bruit et la fureur, et l'amour qui irrigue les vies minuscules, pour reposer le livre, rassérénée, apaisée, heureuse. Bon. La manière dont elle pose elle-même les choses en termes de voix et en termes de musique, je l'ai trouvée après coup, mais ça m'a autorisé du coup à vous parler de polyphonie. Et sur la 4e de couverture de ce livre, je tombe sur la phrase « Autour du motif central de la voix qui donne au texte son unité, c'est un ensemble de variations, de modulations, polyphonie. Les voix et les silhouettes se croisent, se mêlent, s'écoutent ou se fuient en offrant la lecture sonore d'un univers personnel. » Voilà. Donc, maintenant que je me suis justifiée, je vais vous dire un petit peu comment je vais procéder. Je vais essayer dans un premier temps de vous montrer un certain nombre de constantes dans sa manière d'approcher les histoires, de commencer les histoires, enfin de les mener, et aussi dans un certain nombre de thèmes qu'elle choisit. J'ai parlé tout à l'heure de ses études de psychologie clinique. Alors, moi, je suis pas compétente du tout, ni en musique, ni en psychologie clinique. Mais il me semble que la dédicace qu'elle a mis au début du livre qui s'appelle Ce matin-là, la dédicace qui est « à ceux qui tombent » pourrait convenir à beaucoup de ces histoires et à beaucoup de ces personnages. Le moment où les gens rencontrent ou connaissent pour une raison ou pour une autre ce qu'elle appelle un effondrement par ailleurs, et les stratégies quelquefois qu'ils ont pour tenir le coup, pour retrouver le goût de vivre, on va dire. Voilà. Donc, il y a des constantes et des variations dans les thèmes choisis. Il y a une sorte d'unité dans les choix narratifs. Je vais essayer de pas trop faire le prof, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Des reprises, des échos, qui font que dans l'œuvre, on circule avec une espèce de familiarité. C'est pas qu'on ait l'impression qu'elle raconte toujours la même chose, mais il y a des choses que l'on retrouve. Et puis,
j'insisterai un petit peu sur ce qui me semble relever de la polyphonie, on va dire, qui permet une variété des points de vue dans une œuvre donnée, un approfondissement, et qui souvent ajoute à la charge émotionnelle, ce qui me semble qu'un des charmes de cette œuvre, charme n'est peut-être pas le mot qui convient, et le passage par l'émotion. Elle dit que c'est ce qui est au départ pour elle de son choix, et je pense que pour les lecteurs, c'est une expérience assez fréquente, on va dire. Alors, j'ignorais donc l'existence de Gaël Josse jusqu'en 2019, il n'y a pas très longtemps, où une amie a eu l'heureuse idée de nous laisser à la maison le tout premier, Les Heures Silencieuses, et puis cette approche de la vie de Viviane Mayer. Alors, Viviane Mayer, les Tourangeaux ont peut-être été voir l'exposition qui a été pendant plusieurs mois au château de Tours, et que nous, comme d'habitude, nous avons raté. C'était beau, hein. Mais nous, on l'a vu finalement à Paris, parce que bêtement, à Tours, on s'est dit on a le temps, et du coup, on l'a raté. C'est une exposition de photos assez saisissante, et dont elle essaye de rendre compte, indépendamment de la vie compliquée de cette dame. Et alors, quand on a vu l'exposition en question, on a trouvé le film auquel elle fait allusion, et qui raconte la découverte de l'œuvre de Viviane Mayer. Si je peux le prêter, parce que c'est vraiment assez passionnant, on va dire. Donc on s'est retrouvé avec Les Heures Silencieuses et Une femme en contre-jour. Et là, le sentiment que c'était très très varié, enfin que ça n'avait rien à voir, que c'était combien, 8 ans, 9 ans, sur la date de 2019, elle avait complètement changé, et de centre d'intérêt, et de manière d'écrire. Cette écriture-là me semble moins classique, plus contemporaine, plus nerveuse, avec beaucoup d'énumérations, de phrases nominales, des paragraphes plus éclatés dans la page. Enfin, il me semble que c'est un peu moins classique que les précédents. Rien à voir, me disais-je donc, entre ces deux livres, sinon qu'à chaque fois il s'agit du destin d'une femme, ce qui est peut-être pas négligeable déjà comme point commun. Le premier se présente sous la forme très classique du journal. La dame écrit tous les jours en mettant la date du jour. Ça commence à un mois de novembre et ça s'arrête au mois de décembre qui suit, donc sur une toute petite période. Et ceci se passe en Hollande, à Delft, en 1667. Pour Viviane Mayer, c'est tout à fait autre chose. C'est une enquête à la première personne. Gaël Josse dit « je ». Au fil de ses découvertes et de ses impressions. Et c'est une enquête qui passe à la fois par des recherches généalogiques, alors avec des ouvrages qui existent déjà, hein, et par le film dont il est question là et dont elle a connaissance à ce moment-là. Il s'agit d'une femme réelle, cette fois-ci, dont on sait peu de choses, parce qu'elle a pratiqué ce que Gaël Josse appelle l'effacement, c'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais mise en avant, et ça rend son œuvre d'autant plus précieuse et la recherche d'autant plus compliquée. Un point commun quand même, dans les deux cas, curieusement, la femme fictive qui écrit à Delft en 1600, je me rappelle pas la date, 39 j'ai dit, je sais plus. 37. 37 67, ah bon. Elle est inspirée par le tableau qui est là, qui est sur la couverture du J'ai lu, et sur ce tableau, on voit une femme de dos, donc on ne voit pas son visage. Bon. Ce qui est justifié ailleurs dans le roman, mais je ne vais pas tout vous dire, bien évidemment. Celle-ci, elle a pratiqué beaucoup d'autoportraits, mais des autoportraits qui ne sont pas des mises en évidence de son propre visage. De ce point de vue, l'image qui est là est assez caractéristique. Elle est à moitié cachée, enfin,
Voilà, c'est un objet à photographier pour Viviane Mayer, ça n'est pas une mise en évidence d'elle-même. Et dans les deux cas aussi, il y a des histoires de famille, des histoires de secrets, de quoi faire des éléments romanesques quand même. Hein, bon. Et puis voilà qu'en relisant ce livre, je me suis aperçue que Gaëlle Josse fait elle-même un lien entre les deux livres, auquel je n'avais pas fait attention d'abord. Elle dit, alors attendez voir, elle dit de Viviane Mayer, « Je n'ai pas de souvenir précis du moment où je l'ai découverte. Ça n'a pas été un de ces moments particuliers, une épiphanie identifiable avec netteté, visite d'exposition ou article de magazine. Disons une infusion lente, quelques clichés ça et là, lors de recherches et d'errances sur Internet, des photos qui ont eu en moi une résonance immédiate. Quelque chose de fascinant et d'évident qui s'installe. » Alors je passe un peu, c'est cette même sensation que j'avais éprouvée il y a quelques années devant le tableau d'Emmanuel de Witt qui allait donner naissance aux heures silencieuses et faire entendre la voix de Magdalena, modeste silhouette vue de dos, perdue dans un imposant intérieur flamand. Cette impression d'être aspirée dans le puits de lumière du tableau et d'y être à ma juste place pour y entendre en confidence le récit de toute une vie. Ou ce même tremblement de tout mon corps, cet incompréhensible séisme émotionnel, éprouvé avec violence à Ellis Island, entre ces murs qui vibrent encore de tant de destins malmenés arrivés là. Alors, voilà, Ellis Island, voilà. Ça donnera lieu donc au dernier gardien de Ellis Island, et elle précise à la fin du livre qu'elle y a été, qu'elle a éprouvé le besoin d'y aller, qu'elle l'a visité et qu'elle ne s'est pas remise de cette visite. Pour ceux qui connaissent le petit texte de Perec sur Ellis Island, on s'aperçoit d'abord qu'elle a utilisé les mêmes sources documentaires que lui, que le choc a été aussi fort, même si lui avait d'autres raisons en plus de s'y intéresser. Après, elle ne va pas utiliser les énumérations documentaires, elle ne va pas les utiliser tout à fait de la même manière. Mais ça m'intéressait de voir que la contemplation des images, alors pour Ellis Island c'est un peu différent, encore qu'on va retrouver des images aussi, que la contemplation des images comme source d'inspiration, en fait, avait créé pour elle des liens entre ces deux personnages, la petite dame fictive qui est sur le tableau de Witt et qui joue de l'épinette, et la photographe récemment redécouverte. Et donc, ce sur quoi elle insiste dans la petite émission de l'autre jour, là, sur la nécessité d'une émotion initiale pour démarrer, pour entrer dans une histoire. Hein, alors, pour ce qui est puisque je vais vous parler des similitudes et en même temps des variations dans les sources d'inspiration, il y a d'autres livres qui comportent des contemplations d'images. Ou plus exactement, il y en a, elles sont plurielles. Je veux dire que dans les heures silencieuses, il y a le tableau de Witt qui est au départ et autour duquel elle construit pas mal de choses, mais il y a aussi des tableaux de Vermeer. Et ces tableaux de Vermeer entrent dans la narration de manière assez, assez futée et légère en même temps. La jeune femme qui tient ce journal a des amis plus aisés que son armateur de mari qui font faire des tableaux par un peintre à la mode pour magnifier leur intérieur, leur épouse, et il est question de 2 tableaux qui sont, dit-elle, censés représenter des gens qu'ils connaissent. Il y a la pesée, c'est un Vermeer où il y a une jeune femme avec une balance très fine où on ne sait pas très bien ce qu'elle pèse, et puis une femme en jaune qui lit une lettre aussi devant une fenêtre, et elle introduit encore un autre
une autre référence à Vermeer, un petit peu précise. L'héroïne a 2 filles qui font de la musique, comme elle-même. Il y a même un maître de musique qui vient à la maison. Et elle rêve de demander à Monsieur Vermeer un tableau où on verrait le maître de musique de dos, mais les 2 jeunes filles, l'une au clavier, je sais plus quel clavier c'est, et l'autre chantant. Donc une leçon de musique. Et quand vous allez sur Internet à Vermeer, en fait, ce tableau existe, bien sûr. Donc c'est une référence qu'elle a choisie. Vermeer intervient dans un petit essai qui est celui-là peut-être, qui est en fait une contemplation d'un tableau qui est à New York. Et à partir de cette contemplation de la jeune fille endormie, elle construit un certain nombre de réflexions sur Vermeer. Il n'y a pas, et sur d'autres tableaux de Vermeer mettant en jeu des jeunes filles de conditions modestes et peut-être dans des situations difficiles. Voilà. Il n'y a pas de fiction là, hein, c'est une espèce de songerie autour de ça. Il y a le livre qui s'appelle L'ombre de nos nuits, voilà, et qui est construit autour du tableau de Georges de la Tour qui s'appelle Saint-Sébastien soigné par Sainte-Irène. Et ce tableau, alors il est très 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 présent parce qu'il y a toute sa conception, sa réalisation qui occupe le livre, mais aussi le voyage à Paris pour le présenter à Louis XIII en espérant que Louis XIII va l'acheter, en gros. Bon. Et il y a ça. Et puis il y a un chapitre sur 2, une jeune femme qui est dans un musée à Rouen, si je ne me trompe, et qui contemple ce tableau et qui projette sur ce tableau sa propre histoire malheureuse, une histoire d'amour qui s'est terminée peu de temps avant et qui ne s'est pas très très bien passée, et où elle s'est retrouvée finalement essayer de sortir de la peine, du malheur ou autre, un homme qui s'est laissé aimer mais qui n'était pas en mesure de l'aimer elle de la même manière. Enfin, c'est une histoire assez sinistre. Et donc on a cette base de tableau avec en même temps une alternance de voix, des voix, je vous le repréciserai plus tard, des voix qui ont à voir avec l'époque de la Tour, enfin donc le XVIIe, et puis une voix très très contemporaine qui pose certains problèmes, mais bon, je le poserai si j'ai le temps quand j'en reparlerai plus tard. Il est aussi question de photographie à Ellis Island, parce que parmi les documents dont on dispose sur ce qu'a été le passage des migrants à Ellis Island pendant un certain temps, pendant pas mal d'années, il y a des photos prises par un des fonctionnaires du centre d'accueil des migrants, un certain Sherman, que je ne vous dis pas de bêtises, il s'appelle Sherman, oui, qui a laissé 250 clichés, et ces clichés restituent somme toute un certain nombre de visages qui autrement sont réduits à des fiches signalétiques et à des questionnaires administratifs. Ces photos lui ont posé problème à Gaël Josse, elle le dit clairement, parce que Sherman en a vendu un certain nombre à des revues anti-immigration, pour montrer quand même que ce qu'on accueillait en Amérique, c'était des gens très très marqués et physiquement et culturellement, qui venaient d'ailleurs et dont l'Amérique n'avait peut-être pas besoin. Et pour prendre ces photos, il allait fouiller dans les valises des gens et il les obligeait à mettre leurs costumes traditionnels. Enfin, il faisait des mises en scène qui revenaient à accentuer leur étrangeté. Enfin, c'est pas exactement le terme qui convient. Ouais. Et donc, elle est gênée par cet exil, ce qui a amené ces photos, mais en même temps, ça donne aussi une permanence à tous ces gens qui ont disparu
disparu depuis. Il y aura quelquefois dans d'autres romans des moments où on s'attarde sur une photo parce qu'elle est signifiante pour l'histoire. Pour ceux qui ont lu le dernier, La Nuit des Pères, le personnage féminin qui est au premier plan trouve dans un livre qui a appartenu à son père autrefois une petite photo avec, vous savez, des bords blancs dentelés comme elles étaient quand on était petit. Et cette photo montre des jeunes gens en uniforme qui sont en train de traverser la Méditerranée en 1960 parce qu'on les envoie pacifier l'Algérie et notamment la Kabylie. Le terme pacifier est celui d'époque, voilà. Et cette photo lui dit et lui apprend des tas de choses. Donc on a... il me semble que sur un petit nombre comme ça de livres, cette permanence des photos, des tableaux est un repère assez intéressant. Mais la musique jouerait aussi un rôle presque aussi important. Alors, il y a les pinettes dont joue la jeune femme. Je dis la jeune femme, elle s'estime vieille, mais on apprend à la fin qu'elle a 36 ans. Donc, effectivement, et elle a eu déjà 10 enfants. Elle en a perdu 5. Voilà, la jeune femme qui joue de la musique et dont les filles font de la musique, le thème est assez important dans un livre qui est tout petit quand même, parce que les demoiselles prennent des leçons, parce qu'on offre des concerts aux invités, parce que la plus jeune des filles a une très jolie voix ou trop jolie voix, et du coup il y a un jour un invité qui se trouve mal à entendre cette voix. Et puis il y a un maître de musique, dont je vous dirai un petit mot après, qui permet de dater un petit peu aussi les choses, parce qu'il revient d'Italie et il apporte une musique qu'on n'a pas encore jouée en Hollande, une musique qui leur paraît nouvelle. Le deuxième livre, je crois, Nos vies désaccordées, tourne autour d'un personnage de pianiste virtuose, un concertiste international, enfin quelqu'un qui fait une carrière extrêmement brillante et qui, au début du livre, en fait, interrompt cette carrière pour des raisons sur lesquelles je reviendrai après. Mais alors, il y a beaucoup de choses sur la vie d'un concertiste, il y a beaucoup de choses sur ses voyages, sur la manière dont il est reçu dans différents pays. Il y a des choses plus concentrées autour d'un atelier. Alors, vous allez me dire, un pianiste n'a pas besoin d'un luthier, mais enfin, il se trouve que pour des raisons amicales et de collaboration avec un violoniste, il fréquente une boutique de luthier. Il y a plein de choses sur la description de cette boutique, et puis le personnage du luthier qui n'est pas inintéressant. De loin, c'est aussi dans cette boutique que le pianiste rencontre la femme qui devient, on va dire, la femme de sa vie pour faire vite. Il y a beaucoup de choses sur Schumann aussi, et j'en dirai un mot aussi plus tard. Il y a un très joli petit livre dont je ne vais pas vous parler, c'est un peu particulier quand même. Ouais, il est où ? C'est celui qui s'appelle Un été à quatre mains. Voilà, c'est celui-là, où elle dit bien qu'elle n'a pas inventé, elle a seulement imaginé. La différence est un peu subtile. À partir de données de la biographie de Franz Schubert, des témoignages qu'il y a eu, elle a imaginé les mois passés en Hongrie, les mois de belle saison, passés en Hongrie dans la propriété des Esterházy, qui... on va dire protéger Schubert, et où il était prié, d'une part, de donner des leçons aux deux filles de la maison, dont une plus jeune à laquelle il était assez attaché. Donc les choses sur le thème de l'amour impossible, ça court aussi dans l'œuvre d'une certaine manière. Et puis ce qu'il a composé pour les leçons qu'il donnait à ces jeunes filles, et ce qu'il a composé pour les concerts, pareil, qu'on offrait aux invités, et là dans une société beaucoup plus raffinée, élaborée et riche que celle des heures silencieuses. Il y a des moments, alors pour moi c'est
j'ai peut-être tort, hein, mais c'est peut-être un peu la limite de mon intérêt pour l'œuvre de Gaël Josse. Il y a des moments où la précision des descriptions confine au documentaire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu un peu cette impression. Il y a des pages d'énumération, de précision, alors pas tellement à propos de la musique, mais à propos d'autres, spécialités dont elle a besoin clairement pour mettre en place ses personnages, mais ça prend quelquefois des proportions étonnantes. Je vais vous donner des exemples, mais ça me rappelle d'une certaine manière ces livres qui ont tellement de succès dans les bibliothèques, en fait. On appelle les romans de terroir ou les romans historiques, où les gens vous disent « mais on apprend beaucoup de choses et les personnages sont sympathiques ». Ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Bon. Et là, il me semble qu'il y a des moments où sur des fonds plus graves, plus dramatiques, et je trouve que plus ça va, plus c'est dramatique, il y a un petit peu cet aspect-là. Je vous donne des exemples, parce qu'il me semble que ça fait vraiment partie de sa manière d'écrire. Elle dit qu'elle travaille beaucoup une fois qu'elle a eu l'idée, qu'elle a pas eu l'idée justement, qu'elle a été happée par une histoire. Elle dit qu'elle a besoin de trouver la première phrase, mais qu'une fois qu'elle a trouvé la première phrase, elle écrit tout d'affilée, qui est quand même remarquable, ils sont pas très longs, enfin quand même, et qu'après, pendant des mois, elle retravaille l'écriture, la mise en place, enfin voilà. Et apparemment, elle ne craint pas les énumérations descriptives. Il y a, alors par exemple, dans le premier, vous saurez tout sur la vie des armateurs hollandais. Et c'est important pour la construction du personnage aussi, puisque ce personnage est né dans une famille où il n'y a pas eu de fils. Et au lieu de se plaindre, le père a eu l'idée de confier à sa fille aînée, quand elle était adolescente déjà, les responsabilités qu'il aurait confiées à un fils. Ce qui fait qu'elle a été associée aux affaires de son père très tôt, ce qui paraît assez fabuleux pour l'époque. Mais alors il y a beaucoup de choses sur la vie des armateurs hollandais, leurs inquiétudes pour les bateaux, les cargaisons, les capitaines plus ou moins honnêtes, enfin il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur l'atelier du peintre dans le livre qui met en scène Georges de la Tour, avec toutes sortes de précisions sur la vie de l'atelier, la vie de la maison derrière, la manière dont on choisit les tissus, les éclairages. Bon, dans le cas de la Tour, vous pensez bien que ça a une certaine importance. Il y a, et là, je vous dirai pas, mais c'est presque fait avec humour, je pense. Dans le troisième livre, celui qui s'appelle Noces de neige, ce sont deux histoires croisées, je vous le redirai après, qui se passent à des époques différentes, mais dans les deux cas dans un train entre la Russie et Nice, où apparemment, depuis très 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 longtemps, la bonne société russe vient passer la mauvaise saison. Et dans le récit contemporain, récit daté de 2014 ou 2012, enfin quelque chose comme ça, un des personnages tout à fait sympathiques qui interviennent et qui modifient le cours de l'histoire est le chef de bord, c'est-à-dire le jeune homme à uniforme, casquette, sifflet, enfin, etc., qui s'occupe de la gestion de la vie du wagon, y compris du wagon-restaurant, pendant la durée du voyage. Et alors vous savez tout sur la gestion d'un wagon sur un train russe entre Moscou, puisqu'il part de Moscou celui-là, et Nice, et sur tout ce à quoi il faut veiller, les manies des passagers, enfin, etc. Un petit peu long. Il y a dans deux livres différents au moins, beaucoup de choses sur les cours de danse classique, mais avec toutes sortes de précisions sur l'ambiance du cours, les figures qu'on est censé faire, etc. Ce qui m'a paru intéressant, c'est que dans les deux cas, le personnage dont il est question renonce à un moment à ses cours de danse classique, parce qu'elle n'est pas parfaite, et parce qu'on lui reproche de ne pas être parfaite, et qu'il y a une espèce de rupture qui fait que ça restera un regret, ça restera un manque. Et il y a le même scénario dans, je crois, ce matin-là,
avec la natation que pratiquait l'héroïne Clara, qu'elle a pratiquée avec passion pendant des années, jusqu'au moment où on lui a reproché de ne pas y passer assez de temps, de ne pas s'investir assez, et où elle a fini par, là aussi, interrompre du jour au lendemain, et ça reste un manque qui peut expliquer sa personnalité d'après. Mais alors, sur les bassins de natation et sur alors voilà, mais c'est moi qui bute là-dessus, mais ça n'empêche pas de lire, hein, mais voilà. Mais oui, ça permet d'approfondir des choses, et quand ça a un sens pour le personnage, voilà, ça se justifie. Et alors j'allais vous donner 2 exemples. Et alors pourquoi un exemple qui est assez fort, me semble-t-il. C'est dans le dernier gardien d'Ellis Island. Le narrateur, enfin je vous dirai dans quelles conditions ça se passe, est quelqu'un qui a monté la hiérarchie pendant toutes les 45 ans où il a travaillé à Ellis Island. Il est devenu le responsable en fait. Et il parle à un moment des arrivants qu'il voyait passer, dont il ne s'occupait pas lui directement, parce qu'il y avait des tas d'autres fonctionnaires pour ça, pour les visites médicales, pour les interrogatoires. Enfin, lui était censé gérer ça d'un petit peu plus loin. Avec ceux qui arrivaient ici, éreintés, fourbus, ayant tout quitté, le seul espoir d'une autre vie pour les tenir encore debout. Je n'étais pas en contact direct ou rarement. Il y avait là des cohortes d'employés, d'ouvriers, d'interprètes, d'inspecteurs, de surveillants, en plus du personnel de santé. Il m'appartenait de veiller à ce que l'ensemble fonctionne, des dortoirs aux cuisines, de l'infirmerie au bureau de change, des sanitaires aux zones d'isolement. Car on dort ici, on mange, on se lave, on chie, on pleure, on attend, on parle, on s'étreint, on tente de calmer les enfants qui gênent et se demandent où ils sont. On essaie de ne pas trop penser, on soupire et on espère. Pendant 45 années, j'ai eu le temps de les compter. J'ai vu passer ces hommes, ces femmes, ces enfants, dignes et égarés dans leurs vêtements les plus convenables, dans leur sueur, leur fatigue, leur regard perdu, essayant de comprendre une langue dont ils ne savaient pas un mot, avec leurs rêves posés là au milieu de leurs bagages, des malles, des cantines, des paniers, des valises, des sacs, des tapis, des couvertures, et à l'intérieur tout ce qui reste d'une vie d'avant, celle qu'ils ont quittée et qu'ils doivent, pour ne pas l'oublier, garder dans un lieu fermé au plus profond de leur cœur, afin de ne pas céder au déchirement des séparations, à la douleur de se souvenir des visages qu'ils ne reverront jamais. Il faut avancer, s'adapter à une autre vie, à une autre langue, à d'autres gestes, à d'autres habitudes, à d'autres nourritures, à un autre climat, apprendre vite et ne pas se retourner. Je ne sais pas si pour la plupart d'entre eux le rêve s'est accompli ou s'ils ont brutalement été jetés dans un quotidien qui valait à peine celui qu'ils avaient fui. Trop tard pour y penser, leur exil est sans retour. Et sur le mode de l'énumération aussi, et dans un domaine cette fois-ci qui est le domaine de ceux qui tombent, il y a la jeune femme qui est au centre de cette histoire, qui un beau matin, alors le parce que est bien évidemment faux, et parce que sa voiture ne démarre pas alors qu'elle a un rendez-vous urgent dans l'entreprise où elle travaille, eh bien elle ne va plus travailler. Elle tombe, elle s'effondre littéralement et elle ne va plus travailler. Et il va y avoir un moment, donc il va falloir qu'elle voie un médecin. La première démarche est chez son généraliste. Après, elle ira voir quelques-uns des psys qui lui a inscrits sur une liste. Les rencontres ne seront pas toujours... enfin, la première, en tout cas, ne sera pas positive du tout. La deuxième, peut-être aussi. Et alors, quand elle arrive donc chez le médecin, vous avez ce passage-là. Derrière son fauteuil pivotant en cuir noir, l'inévitable reproduction d'un Matisse aux couleurs primaires, comme s'il fallait à tout prix convoquer la joie ici, dans un lieu qui voit défiler les épuisements, les silences, les larmes, les peurs, les impuissances, les « j'ai peur » et les « je n'y arrive plus », les « ma femme veut divorcer » et les « je n'ai pas vu grandir mes enfants », les « je ne dors plus » et les « j'ai envie d'en finir ».
Le docteur Simeoni pose quelques questions larges, puis de plus en plus précises. Un collet qui se resserre. Clara se concentre, répond, explique. Les questions se referment de plus en plus, filet à papillon. Elle raconte, une fois de plus, le trop-plein de demandes, la brutalité des injonctions, les objectifs impossibles à atteindre, les phrases qui blessent lâchées dans les couloirs, hors témoin, les faux sourires pendant les réunions, les contrôles à tout moment, la froideur des mails, leur contenu glaçant à l'écran, le téléphone de fonction qui vous poursuit le soir encore et aussi pendant les vacances, les rivalités entretenues ou provoquées, la défiance qui s'installe, le toujours plus et jamais assez, etc. Tout ce qui construit en fait la dépression ou le burn-out du personnage de Clara et dont elle se dit chaque fois qu'elle va voir un médecin, mais alors il faut que je le raconte pour prouver que je vais mal. Enfin, si vous voulez, l'énumération là aussi fait partie de son parcours et influe sur le ressenti qu'elle a jusqu'au moment où les choses vont se remettre à on va dire à aller mieux. Donc tous ces thèmes qu'elle a choisis, toutes ces passions auxquelles elle s'est intéressée, la peinture, la musique, la danse, il y a l'équitation aussi. Il y a beaucoup de choses sur l'équitation dans une des deux histoires de Noces de neige, oui. Un peu particulier, mais dans un milieu aristocratique où en plein 19e siècle, ça peut se justifier particulièrement. Alors, vous avez vu, on a des lieux variés, Hollande, États-Unis, l'Autriche-Hongrie pour les vacances de Schubert, la Bretagne, ça c'est plutôt pour une longue impatience, les Alpes, il me semble que c'est pour la nuit des pères, les Pyrénées, c'est là que s'installe le pianiste qui a subitement interrompu sa carrière pour des raisons qu'on verra. Il y a Nice, il y a la Russie. Et puis des époques 17e, 19e, 20e, 21e, La nuit des pères et Ce matin-là sont vraiment des livres très très proches de nous. Il me semble tout ça est de plus en plus contemporain. Et même si, la nuit des pères inscrit ce qui est dans la mémoire plutôt de la génération avant nous, à savoir la guerre d'Algérie, mais le rôle que ça a pu jouer aussi dans la vie de familles, de gens qui sont plus jeunes, on va dire. Alors, cette inscription dans le temps, je vais avancer un petit peu quand même, je regarde l'heure, oui. Cette inscription dans le temps, elle est extrêmement précise à chaque fois. Dans les heures silencieuses, le cheminement du journal est balisé très précisément entre le 12 novembre et le 16 décembre. Et on peut se demander pourquoi ce mois-là, et on aura des éléments de réponse, pourquoi elle se met à écrire la nuit en plus, pendant ce mois de la fin de, alors je ne sais plus, 1667, je ne sais plus ce qu'on a dit. 1667. Oh là là, c'est dur. Et donc la réponse viendra petit à petit. Cette date initiale, elle est un point de départ qui a souvent une valeur d'événement ou de rupture, mais cette valeur d'événement et de rupture apparaît petit à petit. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que de même que toutes sortes de récits classiques commencent éventuellement par une catastrophe, non pas catastrophe, c'est pas tout à fait le même qui convient, enfin disons un événement qui va déclencher un certain nombre de choses, là la date initiale, je vous en ai dit un mot pour ce matin-là, c'est a priori le jour où Clara ne va pas travailler, parce que sa voiture ne démarre pas et elle n'ira plus travailler. Mais c'est pas là que commence le roman. Le roman commence avec une date très précise, 12 ans avant. Il commence par une soirée assez brève, une espèce de, on dirait de séquence pré-générique au cinéma, dont les liens avec la chute de Clara seront explicités plus tard.
Ça commence par une soirée chez ses parents, chez qui elle va souvent dimanche, elle regarde un western, il y a de jolies choses sur les westerns. Et puis elle les quitte, et là elle va les quitter pour longtemps parce que elle a obtenu un poste d'enseignante de français à l'Alliance française, au loin, et elle vient dire au revoir en fait. Elle va partir. Et puis, après le repas, le père a ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, dont il ressort, mais ressort assez diminué, et elle s'aperçoit que sa mère ne tiendra jamais le coup toute seule. Donc elle démissionne, elle ne part pas. Et puis voilà, et puis elle est contente que son père soit là, la vie continue, et ça s'arrête là. Et quand l'histoire reprend, c'est 12 ans après, et on pourra petit à petit deviner des liens entre l'effondrement du jour où la voiture n'a pas démarré et ce renoncement qu'elle a eu à un moment donné à la vie qu'elle avait souhaitée, enfin la vie qu'elle s'était construite, ayant fait les études qu'il fallait, les démarches qu'il fallait, etc. Parce qu'elle ne pouvait pas partir à ce moment-là, pour toutes sortes de raisons. Dans une longue impatience, il y a une date au départ qui est 1950. Et effectivement, on reconstitue un petit peu ce que pouvait être la vie d'une famille de la petite bourgeoisie bretonne, en l'occurrence, en 1950. Il y a des détails vestimentaires, il y a des habitudes alimentaires, il y a le rapport à l'école, au voisinage, enfin toutes sortes de choses. Et la date est vraiment très précise, 1950. Alors que plus le livre avance, moins il y aura de dates précisées, et le temps va même se diluer, comme l'héroïne qui raconte cette histoire ne voit plus le temps passer. Le fils qui est parti au début de l'histoire, ce soir Louis n'est pas rentré, ne revient pas, et elle l'attend, et donc petit à petit elle dit qu'elle ne sait plus combien de jours sont passés, combien d'années sont passées. Et en fait les seuls marqueurs, c'est qu'elle a 2 enfants plus petits, et que ces 2 enfants plus petits grandissent, deviennent des adolescents, et qu'elle a une maladie qui va s'aggraver aussi petit à petit, mais pourquoi 1950 précisément ? Et je me suis demandé s'il n'y avait pas 2 raisons. Le livre est dédié à sa mère. Et il y a des discours dans le courant du récit sur ce dont les mères sont capables quand elles s'inquiètent pour leurs enfants. Et du fait que c'est dédié à sa mère, je pense que ça a aussi à voir avec toutes les réminiscences de l'occupation en Bretagne, toutes les réminiscences de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a plusieurs épisodes qui ont à voir avec ce que l'héroïne et son mari, et son premier mari, et le deuxième, ont vécu pendant l'occupation allemande en Bretagne. Et je suppose qu'il y a derrière tout ça peut-être des histoires familiales, mais les réminiscences de l'occupation tiennent beaucoup de place, aussi bien quand il s'agit d'un personnage précisément que quand il s'agit des généralités sur la manière dont ont été traitées les femmes tondues à la Libération en particulier. Il y a des choses bien violentes. Donc le choix des dates a quelquefois une signification historique précise. Bon, le tableau de la tour, je suppose j'ai pas vérifié, qu'il a réellement été offert à Louis XIII. Il paraît que ce tableau est perdu, en fait, que ce qu'il y a à Rouen, c'est une copie. Mais ça arrive souvent avec les Latour, en fait. Il me semble en avoir vu d'autres dont on nous disait c'est une copie. Dans Noces de neige, dans l'un des 2 récits, il y a donc une très aristocratique famille qui quitte Nice à la fin de l'hiver pour rentrer à Saint-Pétersbourg. Et c'est pas n'importe quelle année, c'est 1881. Or, en mars 1881, il y a un tsar
qui est, je crois, Alexandre II, qui a rencontré des jeunes gens munis de bombes. Et quand la famille arrive à Saint-Pétersbourg, en fait, on annonce que le tsar est mort. Et pas seulement lui, d'où un rapport avec le reste de l'histoire. Donc, bon. Pour Ellis Island, ce qui se présente comme le journal du dernier gardien est daté des jours de 1954, des 10 jours de 1954 qui précèdent la fermeture définitive du centre. Donc tout cette espèce de panorama qu'il fait des 45 ans qu'il a vécu là-bas a à voir avec, le parcours de sa vie, du coup là se confond avec la fermeture du centre. Donc elle éprouve le besoin, alors c'est même pour celui-là, puisqu'il est question de la vie antérieure de Clara, Gaël Josse éprouve le besoin d'inscrire les choses dans une chronologie précise. Dans La Nuit des Pères, ça aboutit à ce récit terrible qui est la deuxième voie, je veux vous redire ça après, la deuxième voie du roman, à savoir que le père de la jeune femme qui est au centre de l'histoire au départ se décide un soir à raconter ce qu'il a vécu en Algérie en 1960-1961. Donc, et l'autre jour dans l'émission, elle disait que c'était le livre qui l'a concerné le plus, sans être une autofiction. Bon, je ne sais pas ce qu'a fait son père, mais c'est quelque chose de très très fort, puisque ce très vieux monsieur qui a été un père infernal avait 20 ans en 60, se destinait à être professeur de littérature, et son sursis a sauté sans qu'on lui demande son avis, bien évidemment. Il fait partie de tous les gens qu'on a embarqués à un moment particulièrement difficile. Tous ces rappels historiques ont un parallèle. Ce sont tous les surgissements des souvenirs. Il me semble que presque tous les livres, que la progression des livres ou la tension des livres consiste à retrouver des souvenirs, notamment des souvenirs d'enfance, mais vraiment beaucoup. Souvenirs heureux quelquefois, souvenirs terribles dans certains récits. Curieusement, me semble-t-il, la progression des romans consiste à mettre au jour le passé, hein, ce qui s'est passé avant le moment où on démarre. Et là, le suspense, d'une certaine façon, tient à ces révélations, à ces souvenirs qui ressurgissent et à ces révélations. Je vais donner 2 exemples pour que ce soit plus clair. Dans Les Heures silencieuses, la jeune femme dit au départ qu'elle va passer maintenant ses nuits à écrire. Pourquoi maintenant ? Qu'elle a peur de la nuit, qu'elle a toujours craint l'arrivée de la nuit, et ceci depuis une aventure qu'elle a eue petite fille, à 10-12 ans, un jour où avec une petite servante, elles avaient désobéi, elles étaient là où elles n'auraient pas dû être, et elle a été témoin d'un meurtre. Les gens les ont vus, donc leur ont fait jurer de se taire, et il se trouve qu'une femme a été accusée à tort de ce meurtre et que les petites n'ont rien dit, parce qu'elles n'auraient jamais dû être là où elles devaient être, elles n'ont rien dit. Donc elle porte depuis son adolescence cette culpabilité. Il y a des souvenirs plus récents, et en particulier il y en a un qui justifie peut-être le moment où elle commence à écrire le journal. Bon, le livre parle beaucoup de ce que c'est que la condition d'une femme, même de la bonne société hollandaise, est bien traitée par le père d'abord, par le mari ensuite. Ce que c'est que la condition d'une femme en Hollande au XVIIe siècle, qui est vouée à avoir des enfants, beaucoup d'enfants, et dit-elle à perdre beaucoup d'enfants aussi. Et puis elle fait le compte à un moment, elle vient de perdre le 10e, mais donc il lui en reste 5 sur les 10 qu'elle a portés, et elle dit le chagrin que c'est, pas seulement pour elle, pour son mari aussi. Et en même temps, elle fait allusion à sa sœur aînée,
qui était beaucoup plus brillante et beaucoup plus belle qu'elle, qui n'a jamais pu mener une grossesse à terme, mais que son mari traite fort mal parce qu'elle ne lui a pas donné les héritiers sur lesquels il comptait. Comme elle vient de perdre le 10e, au cours d'un accouchement, elle a 36 ans donc, au cours d'un accouchement particulièrement difficile, avec des suites très très difficiles, on a cru la perdre, et le jour où elle va mieux, elle recommence à vivre normalement dans la maison, son mari vient lui rendre visite et lui explique en termes très clairs et très respectueux en même temps qu'il ne veut pas la perdre et que pour cette raison, il ne lui rendra plus visite la nuit dans la chambre qu'il partageait jusque-là, parce que il veut garder cette espèce de complice et d'associé qu'il a dans ses affaires. Bon. Et il ne viendra plus. Et c'est quelque chose clairement, elle ne supporte pas. Et bon, j'insiste un peu dessus parce qu'il y a une chose que je ne vais pas traiter, mais qui me paraît une constante de la plupart des livres, c'est la reconnaissance du désir, la reconnaissance du bonheur des couples quand ils s'entendent bien, et l'insistance à plusieurs reprises sur le désir féminin, ce qui n'est pas finalement tellement courant, voilà, même si on en parle un peu plus. Voilà. Mais la révélation de ce qui est pour elle un drame arrive assez tard. Alors, il y aura encore un autre aveu après, mais on va pas tout vous dire. Dans Nos vies désaccordées, c'est le deuxième exemple que je vous donne, dans Nos vies désaccordées, le pianiste donc célèbre interrompt sa carrière brutalement au début du récit. C'est lui qui raconte aussi, hein, c'est une voix d'homme cette fois-ci, pas une voix de femme. Et en fait, il interrompt sa carrière subitement, il renonce à une série de concerts et autres, parce qu'il vient d'apprendre un peu par hasard, enfin on ne sait pas trop si c'est par hasard, ce qu'est devenue la femme de sa vie, qui a disparu 3 ans auparavant et dont il n'avait aucune nouvelle. Et il apprend qu'elle est enfermée dans un établissement psychiatrique des Pyrénées à la suite d'une crise de démence qu'elle a eue pendant qu'il était en tournée de concert au Japon. Alors, petit à petit, on va apprendre comment elle en est arrivée à cette crise de démence et pourquoi on a pu la faire disparaître comme ça. Et donc le livre, petit à petit, va retracer un petit peu ce parcours qui est un petit peu étonnant, brutal, et dont on ne comprend pas comment il a pu advenir. Et au niveau des révélations qu'il fait, donc des révélations sur lesquelles il a des sentiments de culpabilité assez forts, mais il y a aussi une révélation qui remonte à son enfance, qui m'a paru assez bouleversante. Enfin, dans les dernières pages du roman, il dit que s'il a joué du piano, s'il a consacré sa vie au piano, s'il a passé tellement de temps, c'est parce que tout petit, il avait de l'oreille, et en pianotant sur le piano de la maison, il s'est aperçu que sa mère, qu'il avait eue sur le tard, à un moment où elle ne voulait plus d'enfants, et qui s'entendait beaucoup mieux avec les sœurs aînées qu'avec lui, en gros, elle le voyait pas. Il s'est aperçu qu'en pianotant des choses assez justes, il intéressait sa mère. Et de fait, elle lui organise des cours de piano, elle fait tout ce qu'il faut pour qu'il puisse faire carrière, et il dit « j'ai joué pour être aimé ». Ce qui renvoie à toutes sortes de discours sur l'enfance mal aimée. Il y a plusieurs personnages féminins qui disent qu'elles ont été de bonnes élèves, elles ont été sages et bien coiffées, et elles faisaient bien leurs devoirs, et elles ne faisaient aucun écart pour qu'on les aime, parce qu'elles avaient peur qu'on les aime pas. Et ce thème de l'enfance mal aimée, elle est très fort, elle est dans Les Noces de neige, où les deux héroïnes, celle du 19e siècle, celle du 20e siècle, ont le sentiment d'être mal aimées de leur mère en particulier, alors pour des raisons assez différentes. La petite aristocrate, c'est parce qu'elle est le produit d'un adultère dont sa mère n'assume pas les conséquences, voilà. Et en plus, elle est laide, la pauvre enfant. Donc le thème de la laideur joue un certain rôle dans cette histoire. Et la petite qui part de Moscou pour venir à Nice rencontrer un Français qu'elle a connu sur Internet et qui lui a payé le voyage et qui rêve d'une belle Russe, elle, c'est la misère qui fait qu'un jour sa mère,
dont elle est le 4e ou le 5e enfant, lui dit « Ah, j'aurais préféré avoir moins d'enfants », ce qui est un peu dur quand on est la dernière, mais enfin, c'est bon. Dans le livre Une longue impatience, l'héroïne qui raconte l'histoire, donc Anne, a une enfance misérable, une enfance de peur, de coups, de terreur, de pas savoir faire ce qu'il fallait à l'école parce que elle vivait dans la misère et qu'elle n'avait pas du tout les codes pour l'école. Je vais pas vous lire parce que je regarde l'heure quand même. Bon. Et Isabelle, l'héroïne de La Nuit des Pères, enfin le personnage central de La Nuit des Pères au départ, Isabelle, est-ce que je l'ai photocopié? Peut-être bien. Oui, le début de La Nuit des Pères, ça donne « À l'ombre de ta colère, mon père, je suis né, j'ai vécu et j'ai fui. Aujourd'hui me voici de retour, j'arrive et je suis nue, seule et les mains vides. Il y a longtemps que je ne suis pas venue, une éternité, c'est ce qu'on dit lorsqu'on ne sait plus. Répondre avec précision m'obligerait à ouvrir des agendas et des calendriers, à sonder ma mémoire, à laisser surgir trop d'images et me faire bousculer par leur incontrôlable irruption. » Donc, elle revient chez son père dans les Alpes parce que son frère lui a demandé de venir, le frère ayant à lui dire que le père a ce qu'ils appellent joliment la maladie de l'oubli et qu'il va falloir réorganiser sans doute la vie du père en fonction de ça, et en tout cas il veut la prévenir. Mais ce que raconte, et de manière très très répétitive et de manière très très violente, La Nuit des Pères, c'est la manière dont ce père a nié quasiment l'existence ou la présence de sa fille pendant longtemps. Elle dit « j'étais invisible, il ne me voyait pas ». Alors il y a quelques contre-exemples bien évidemment, mais même l'histoire révélée de ce qui s'est passé en Algérie à un moment donné permet pas de comprendre la violence de l'attitude de cet homme vis-à-vis de sa fille. Qui a été, il y a des choses assez terribles. Il me semble que, je suis pas sûre qu'il y ait eu des choses aussi terribles dans les précédents, en particulier pour ceux qui l'ont lu, Une histoire de chien. Non, c'est quelque chose de très dur. Et quant à la famille de Viviane Mayer, qui n'est pas un personnage fictif, les parents de Viviane Mayer, ça n'a pas été vraiment des parents d'une extrême présence et d'une extrême tendresse. Elle a eu la chance d'avoir 2 grands-mères qui se souciaient de leurs petits-enfants et qui ont assuré par moments le minimum, et pour elle et pour son frère. Mais autrement, des histoires d'enfants mal aimés, ça me paraît être une constante assez intéressante. Alors, il y a des contre-exemples, hein. Il y a la petite Magdalena que son père a traitée comme un fils, cependant que l'Isabelle de La Nuit des Pères s'est persuadée à un moment que si elle était un fils, son père l'aimerait. Alors elle se coupe les cheveux toute seule, mal évidemment, et elle se prend une paire de claques forcément, mais bon. Mais il y en a une qui a été reconnue, quoique ce soit pas un fils. Il y a la fille de Latour qui pose pour le personnage d'Irène, qui est un assez joli personnage aussi, et que son père, pour qui son père a de la tendresse. Et il y a dans Ce matin-là la complicité de Clara et de son père, qui est donnée à plusieurs reprises et de manière assez attendrissante. Donc, des retours du passé, donc des retours historiques, enfin du passé historique, mais aussi des retours de l'enfance, hein, ou de choses qu'on a surprises et qu'on n'aurait pas dû entendre ou voir. Des révélations aussi sur des tromperies qui ont eu lieu. Ça, c'est l'histoire de Noces de neige, l'histoire contemporaine. Le beau jeune homme qui a payé le voyage à Irina pour qu'elle vienne vivre à Nice avec lui, il intervient à la fin et c'est pas un beau jeune homme. Enfin, il intervient. Ça va se passer bien pour Irina, mais en tout cas, il y a eu tromperie sur la marchandise dans cette histoire.
pour arriver à toutes ces reconstructions du passé, pour arriver à toutes ces tous ces surgissements, aussi bien de l'histoire que de l'enfance, Gaël Josse utilise plusieurs choses, et c'est là que je vais arriver à parler et de polyphonie. J'ai d'abord été alertée, alors c'est peut-être banal, c'est peut-être moi qui lis pas assez de livres, par le fait que dans la plupart des livres, les dialogues sont en italique. Ils sont transcrits en italique, et, enfin comment dire, pas forcément les dialogues, mais les propos tenus par un personnage qui n'est pas le personnage narrateur, qui n'est pas le personnage central. Ça commence dès les heures silencieuses, où ce que dit le père à un moment, quand elle est jeune fille, ce que dit le mari, ça intervient dans le texte en italique. Il y a quelques répliques aussi échangées avec les filles. Alors ça a l'avantage qu'il n'y a pas du tout fait le système d'incise, de présentation du genre « dit-il, s'écria-t-il, expliqua-t-il », etc. On passe directement, on part de la voix du personnage narrateur à une voix qui intervient dans son récit, et ce sont simplement les italiques qui marquent qu'on a la voix de quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas fait d'essai, j'ai pas pensé assez tôt, je sais pas ce que ça donne à haute voix, pour que les gens entendent que c'est pas la même voix. Bon, je pense qu'il y a tous les indices qu'il faut, mais ces dialogues marqués par les italiques, ça allège un petit peu le dispositif narratif, puisqu'on n'a pas besoin il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas, etc. Mais du coup, je me suis demandé à quoi servaient les italiques dans la plupart des livres. Et dans la plupart des livres, les italiques servent à autre chose. Bon, c'est la présence des autres voix, c'est sûr. Ça intervient quand le frère parle dans La Nuit des Pères, quand il parle dans le discours de sa sœur, mais ça intervient même un peu dans Viviane Mayer quand on lui prête des propos qu'elle aurait pu tenir ou qu'on aurait pu lui tenir, mais c'est vraiment des tout petits détails. Il y a une exception, il y a un texte en italique un petit peu long, c'est alors, comment dire, après sa mort, dans le Chicago Tribune, les 3 nourrissons dont elle s'est occupée pendant 17 ans, les frères, ils s'appellent Gainsberg, je crois, ceux qui se sont occupés d'elle jusqu'à la fin, parce que financièrement, elle n'avait plus les moyens de payer quoi que ce soit, ceux qui ont géré son enterrement, et ils font paraître un article, une nécrologie, c'est le mot que je cherchais, je pense, où ils disent leur reconnaissance pour cette femme qui a été pour eux comme une seconde mère. Et il y a donc un passage en italique qui est la voix de ces 3 garçons devenus 3 adultes et qui restaient fidèles à leur gouvernante, puisque cette photographe a été gouvernante pendant des années dans des bonnes familles américaines. Donc on a des traces de ces procédés-là, et dans Noces de neige, les dialogues sont très systématiquement, et même quand il y a des tirades, si j'ose dire un peu longues, sont très systématiquement en italique. Mais il y a d'autres usages de l'italique. Et là, je trouve que c'est là que ça devient important. Dans Nos vies désaccordées, donc l'histoire du pianiste qui a perdu la femme de sa vie et qui la retrouve muette. La seule chose qui la relie à sa vie passée, c'est qu'elle écoute du Schumann toute la journée, et du Schumann justement enregistré par le pianiste. Mais les retrouvailles sont quand même ne sont pas simples. Dans Nos vies désaccordées, il y a, alors je sais plus si j'ai noté la fréquence, il y a régulièrement, à la fin d'un épisode, en contrepoint, un passage en italique. Et ces passages sont sur une tonalité tout à fait différente du reste du récit. À mon avis, c'est le moment où elle se rappelle qu'elle est poète. C'est le moment où elle donne un autre regard sur la situation. On ne sait pas si c'est un regard d'un autre personnage ou si c'est une espèce de regard omniscient. Enfin, c'est pas clair. Je vous en donne un exemple. Il y a un moment où il s'est rappelé
que Sophie, la femme qu'il aimait donc, et qui va pas très bien, que Sophie lui avait offert le livre de Tabouki, Nocturne indien, et avec une dédicace, voilà. Et puis, bon, le chapitre s'arrête, et en italique, on a ces lignes-là. Nocturne indien. Ensemble, nous avions vu le film, c'était l'hiver. En sortant du cinéma, il neigeait. Sophie tendait les mains vers le ciel pour attraper les flocons. Miroir, images inversées, labyrinthe, impasse, coïncidence, vision, énigme, lettre perdue, rencontre troublante, fantôme. La gare de Calcutta la nuit. Ils sont des milliers à dormir à même le sol, à attendre, à prier. Une mère replace un drap sur le corps de son enfant. Des visages, des regards, des visages, muets. Il est seul, une valise à la main, seul, debout dans ce dédale de corps, et personne ne le regarde. On entend l'adagio du quintet de Schubert. Des notes d'une douceur infinie frôlent les visages, caressent les corps endormis. Elle lui a dit qu'elle aimerait mourir en écoutant cette musique. Et là, on ne sait plus très bien si c'est sa voix à lui, si c'est le film, les souvenirs du film qui s'imposent, mais c'est très nettement séparé du récit en caractère, on dit comment, normaux, comment on dit. Et alors ces contrepoints, alors il y a un passage sur la rencontre d'Ève et de Lilith, donc qui est magnifique et dont on ne sait pas très bien quel rapport ça a avec le reste, sinon avec des amitiés féminines, mais et alors, il y en a à la fin un passage assez long qui a l'avantage d'être d'une certaine manière de proposer une lecture de l'histoire des personnages de François le pianiste et de Sophie, son amoureuse qui est peintre elle par ailleurs. J'avais oublié ça dans l'inventaire des peintres. Sophie s'est intéressée beaucoup trop sans doute à la vie de Robert Schumann et à la fin de Robert Schumann. Et elle a imaginé la lettre que Clara Schumann aurait envoyée à Robert avant d'aller le voir, mais lettre qu'il n'aurait pas lue de toute façon. Et donc on a un passage en italique qui est ce que Sophie a imaginé que Clara aurait fait. Ça fait un jeu de voix, enfin, sur des strates encore un petit peu compliquées. Et ça donne ceci: mon amour. Je savais que ce moment viendrait, je l'ai évité aussi longtemps que j'ai pu. Demain, nos deux souffrances vont se rencontrer, depuis le temps que je t'ai perdu, que je te cherche au cœur des notes, et bien après qu'elles se sont tues. Je ne peux pas dormir, je n'ai pas sommeil, le lit est glacé, il l'est depuis tant de nuits, et j'ai peur depuis tout ce temps. Le piano me réchauffe, me console, je m'en écarte le moins possible, tu vois, et tu y es auprès de moi. J'oublie alors que j'ai froid et que j'ai peur. Robert, pourras-tu me pardonner mon absence, mon trop grand silence? Je sais que tu m'aimes assez pour cela, je ne sais plus si j'en suis digne. Alors je passe un petit peu. Je suis seule, je suis nue et j'ai mal. Tu souffres bien davantage, je le sais. Maintenant que la paix va être enfin accordée, je ne devrais pas tant gémir. Ce soir, je cède à la douleur, j'ai tant dû résister. Chaque jour, une nouvelle lutte avec ma peur, et je crains qu'un jour celle-ci triomphe de mes forces. Mais était-ce encore ta vie, cette agonie de chaque jour qui va prendre fin? Où es-tu si loin de ce que tu as été? Je n'ai pas eu la force ni le cœur de te voir ainsi, pardonne-moi ma faiblesse. Comme je voudrais être à la fin de cette nuit, à cet instant, vois-tu, une seule question me hante et me glace. Allons-nous seulement nous reconnaître, mon amour? Et donc, cette lettre imaginaire de Clara Schumann à Robert Schumann qui est interné est attribuée au personnage de Sophie qui elle-même est internée, à qui François rend visite et qui ne donne pas de signe qu'elle reconnaît François. Enfin, vous avez tout un moment où la narration devient plus compliquée et en même temps plus émouvante. Bon, alors je vais tâcher, parce qu'il y a d'autres livres. Je regarde l'heure. Hein. Non, ça va. Ça fait 1 heure que je cause, c'est ça, un peu plus.
dans une longue, alors il y a un endroit aussi où dans une longue impatience où les italiques jouent un rôle, alors a priori très simple, on va dire ça. Ça intervient régulièrement, en gros toutes les 20 pages. Le personnage d'Anne, celle qui a été si malheureuse petite, celle à qui la guerre a apporté pas mal de misère, notamment la perte de son premier mari qui était marin-pêcheur, celle dont le fils de ce premier mariage a disparu un soir après une scène épouvantable faite par le beau-père. Ce garçon a disparu à 16 ans, elle le revoit pas. Elle apprend il s'est embarqué sur un bateau, un cargo, et elle va pendant des années attendre qu'il revienne, en faisant tourner correctement la maison, les relations apaisées relativement avec le mari qui est la cause de ce départ, et puis surtout l'éducation des deux tout petits qui sont les enfants du deuxième mariage et qui n'est pas question d'abandonner. Elle se construit une vie secrète à elle, c'est-à-dire que tous les après-midi, plus ou moins en cachette de son mari, mais enfin personne n'est dupe, elle va au bord de la mer, dans la petite maison de pêcheur qui était celle qu'elle occupait avec son premier mari et où elle a élevé toute seule pendant un certain temps le fils du premier mariage. C'est une toute petite maison aux volets bleus et elle s'y enferme et elle revient le soir quand les enfants rentrent de l'école pour mener sa vie de femme de pharmacien digne et respectable. Toutes les 20 pages à peu près, il y a un chapitre à part en italique qui se présente comme une lettre à Louis. Louis, l'enfant qui s'est embarqué un beau jour et dont elle n'a pas de nouvelles depuis. À la fin, on mesure qu'il y a au moins 10 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de lui. Donc, il y a quelque chose qui se présente comme une lettre et où elle lui explique ce qui va se passer le jour où il reviendra. Parce que le jour où il reviendra, elle va faire un repas de fête. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus à son enfant qu'un repas de fête? Un repas pour le fils prodigue. C'est un peu facile comme image, mais en l'occurrence, ça marche bien. Et alors, d'une lettre à l'autre, de cette lettre en italique à une autre, elle fait toutes les étapes du repas. Hein, donc vous avez alors des énumérations de poissons, de viande, de gâteaux, de vin, enfin tout ce que vous voulez, et le tout avec une émotion très très forte parce que qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour fêter le retour d'un fils. Et puis ces lettres, on a le sentiment qu'elles ne sont jamais parties. Elle ne les transmet à personne, et puis elle n'a pas d'adresse pour les envoyer. Et ce contrepoint, donc cette espèce d'alternance de récits et puis de lettres à Louis, nous amène à une espèce de surprise extraordinaire. Alors je voudrais pas vous la dire, voilà. Mais il y a un jour où les petits enfants devenus grands disent maman n'est pas rentrée. Hein, le livre commence par ce soir Louis n'est pas rentré. Il y a un jour, longtemps après, 10 ans après peut-être, les petits devenus grands disent maman n'est pas rentrée. Et du coup le mari part en courant à la petite maison aux volets bleus et la trouve effectivement là. Elle est morte d'épuisement, de maladie aussi, et il découvre son secret. Et ce secret, en fait, il a à voir avec toutes les lettres en italique qui ne sont pas parties. Il a à voir avec quelque chose qui était une de ses caractéristiques de bonne maîtresse de maison des années 50. Elle coud beaucoup. Elle coud, elle brode, elle fait des vêtements, etc. Et elle a préparé un cadeau pour quand Louis reviendrait. Et vous avez dans la toute fin, le tout dernier chapitre, la voix de Louis. Louis dit « Je suis rentré ». Et Louis découvre le cadeau qu'elle avait préparé pour lui et estime que ce cadeau, il va repartir naviguer bien sûr, mais il comprend que cette maison est de la sienne, que ce cadeau est une espèce de pont avec toutes les années qu'ils n'ont pas vécu ensemble. Là, ça fait partie des images qui sont assez fréquentes, parce qu'il y a des images qui reviennent.
Elle parle souvent de fils tendus sur un précipice, et où le funambule essaye de garder son équilibre, ou de planches mises sur un précipice pour vous empêcher de tomber. Bon. Et lui se dit que maintenant il sait qu'il a une place à lui, qu'il pourra revenir là, parce qu'on l'a attendu, et parce que, voilà, il va passer sa vie, mais la surprise finale est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est Une longue impatience, qui est un livre assez bouleversant, avec, alors là je suis un petit peu hors de mon parcours, mais quand le garçon dit à la fin que maintenant il sait qu'il a un ancrage, il a une place pour lui, qu'il pourra revenir là régulièrement, ça fait écho dans tout le livre à la manière dont Anne, la mère, donc, dit qu'elle ne peut pas trouver sa place. Dans cette maison bourgeoise, pleine de belles salles de bain, de dorures, etc., qui est la maison des pharmaciens, donc, elle n'est pas à sa place. De ce point de vue, aller dans la petite maison de la Falaise, qui est la maison des marins-pêcheurs, c'est trouver sa place quelquefois. Et ça m'a fait un drôle d'effet parce qu'on, pour des raisons de prix Nobel, Dieu soit loué, on reparle un peu plus d'Annie Ernaux, mais elle emploie le mot place, et Dieu sait que leur roman ne se ressemble pas. Gaël Josse emploie le mot place au même sens qu'Annie Ernaux. Et le personnage d'Anne est un personnage de déclassé. Et on lui pardonne pas d'une certaine manière, elle qui a vécu dans la misère et qui a été épouse de marin pêcheur et autres, d'être devenue la femme d'un notable. Elle, c'est pas sa place. Et ça, c'est vraiment la place au sens sociologique du terme. Et ça m'a pas mal touchée que ces deux dames si différentes, j'entends Annie Ernaux et Gaël Josse, n'ont pas du tout les mêmes démarches et cette même préoccupation, disons. Alors, au niveau des contrepoints, au niveau des polyphonies aussi, le fait qu'on ait mis dans Noces de neige 2 histoires en parallèle qui alternent d'un chapitre à l'autre, une en 1881, une en 2012, pardon, 2 trajets en train, il est vrai, un dans le sens Nice, Saint-Pétersbourg, l'autre dans le sens Moscou-Nice, ça paraissait un petit peu artificiel quelque part. Et en fait, elle introduit, Gaël Josse introduit à la fin une voix qu'on n'avait pas jusque-là, qui est la voix de l'homme qui a attiré Irina par Internet, en allant consulter des sites Internet, et cet homme qui s'est fait passer pour un très beau jeune homme avec une très bonne situation, il est cadre de banque et tout va bien, il s'appelle Enzo, on envoie des belles photos et autres, et en fait c'est un vieux monsieur qui vient attendre à la gare et qui ne la trouvera pas pour des raisons que je vais pas vous expliquer. Mais et là, il y a une idée assez drôle d'une certaine manière qui relie les 2 histoires, l'histoire de la petite aristocrate qui a fait le voyage en 1881 avec sa famille et pour qui ça s'est très 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 mal passé, et l'histoire de la petite Irina qui arrive pour trouver le bonheur à Nice. Le vieux monsieur fait le pont entre les 2 histoires. Parce que dans sa famille, on raconte l'histoire d'une arrière-grand-tante qui était partie comme gouvernante en Russie et à qui il est arrivé dans le train un malheur épouvantable, qui est rentré donc, et lui a rêvé de la Russie à cause de cette histoire. Et s'il courtise, si je peux dire, sur Internet, sur les sites de rencontres de jolis Russes, c'est à cause de cette histoire aussi. C'est un petit peu artificiel. Mais en même temps, ça se lit bien et les 2 histoires sont assez sympathiques. Pour la multiplicité des regards, il me semble que c'est L'ombre de nos nuits qui est le plus complexe. Et là, j'ai eu quand même un peu une surprise, je crois que j'en avais parlé à l'un d'entre vous la dernière fois qu'on s'était vu. Je me suis aperçue, quand j'ai repris toute la série, que ce livre-là, je l'avais déjà lu il y a longtemps. C'est celui qui se passe dans l'atelier de Georges Latour, pour une partie du récit,
au moment de la conception, de la fabrication, puis de Saint-Sébastien soigné par Sainte-Irène, et puis du voyage qui mène jusqu'à Paris pour faire don du tableau à Louis XIII. Tout ce qui tourne autour de l'atelier, je l'ai reconnu, mais alors sans problème. J'en avais des souvenirs très très vifs. Et là, pour cet atelier, il y a déjà 2 voix qui se succèdent dans un même chapitre, l'une en italique et l'autre pas. Celle qui n'est pas en italique, c'est celle du peintre, qui expose son projet, et qui commande sa réalisation, et puis un peu aussi donne des aperçus sur sa vie, la vie de la maison, etc. Et puis en italique, il y a le point de vue de l'apprenti. L'apprenti qui s'appelle Laurent, qui est un petit garçon qu'on a recueilli alors qu'il était perdu, après que toute sa famille a été décimée, je crois, par la peste. Il est le seul survivant, et on récupère l'enfant, et il se trouve que l'enfant est doué. Non seulement les tableaux l'intéressent, mais il est doué pour le mélange des couleurs, pour la reproduction, il comprend toutes sortes de choses, et on lui confie même le soin de faire une copie du tableau, parce que le tableau va être donné à Louis XIII et qu'on ne l'aura plus. Donc Laurent joue un rôle assez important dans cette histoire. Mais un chapitre sur 2, vous avez donc la dame qui est au musée de Rouen, qui contemple cette copie et qui projette son histoire d'amour malheureuse pour un homme que sa femme avait abandonné et qui ne s'en remettait pas, et qui s'est laissé aimer pendant un certain temps jusqu'à devenir assez brutal avec elle au point qu'elle est partie. Et je me suis aperçue que j'avais tout oublié de cette moitié du roman, mais tout, vraiment. Alors, maladie de l'oubli, ok, mais je me rappelais très bien ce qui se passait dans l'atelier de la Tour et l'histoire du tableau. Rien, comme si je l'avais jamais lu. Donc, en le relisant, j'ai essayé quand même de regarder comment... Alors, c'est vrai que l'homme qui se laisse aimer a quelque chose à voir avec Saint-Sébastien, un peu alanguie et soigné par Sainte-Irène. Que la dame s'est trouvée dans le rôle de Sainte-Irène. Mais, je me dis, qu'est-ce qui marche pas pour que j'en ai oublié une partie? Ça m'a un petit peu affolée. Alors, je n'ai pas la solution pour ce qui est de mon oubli. Par contre, j'ai regardé un petit peu comment ça marche. Dans l'atelier de la Tour, il y a régulièrement le maître et l'apprenti Laurent parlent de la même chose, mais pas de la même manière. Et alors, ces choses, ça peut être assez large, puisqu'il peut aussi bien être question d'amours impossibles, puisque l'apprenti est tombé amoureux de la fille de la maison, mais bien évidemment, il ne peut pas prétendre à épouser la fille de la maison, ça n'est pas possible. Et le maître de maison, lui, a des souvenirs très très heureux de sa formation en Italie, où la vie amoureuse était tellement plus facile et tellement plus gaie, dit-il. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont parallèles comme ça. Et bon. Et qu'est-ce qui se passe avec le récit de la femme qui regarde le tableau? Et en fait, Gaël Josse, a construit toutes sortes d'échos. Par exemple, je vais donner des exemples un peu simplés, mais il y a un moment où, dans la construction du tableau, on fait mettre à Claude, la fille de la maison, la robe qu'elle portera définitivement, et on insiste sur le velours, les tissus, les couleurs, les reflets, la qualité, la forme des plis, la forme des manches, etc. Il y a des choses sur la beauté des textiles utilisés. Et puis quand on passe au récit contemporain de la dame qui contemple le tableau, il y a un moment, elle est avec son amant, chez des amis qui le connaissent lui depuis très longtemps et qu'elle voit pour la première fois, elle n'est pas très à l'aise de cette situation, et elle aperçoit sur un fauteuil un châle d'une beauté extraordinaire, vraiment, un tissage tout à fait inattendu, mêlant des fils de texture et de brillants différents, etc. Elle admire ce châle et elle demande où on trouve un châle pareil. Et en fait, c'est un châle qu'avait fait l'épouse partie
de l'amant. Et les gens sont très très embarrassés de cette histoire. Et donc l'intérêt pour la beauté des matières, le textile, etc., fait un pont effectivement entre les deux histoires. Il y a un autre moment où elle se dit qu'elle peut plus supporter les brutalités de son amant. Et alors c'est pas qu'il la batte, c'est qu'il est simplement très désagréable et il lui dit des choses désagréables. Et elle se dit, il va falloir que je parte. Et dans le chapitre d'après, l'apprenti se dit que s'il veut faire autre chose que ce que fait le maître, s'il veut faire, lui fait, dans Paris par exemple, il fait des tas de croquis, des gens dans la rue, des monuments, etc., ce que ne fait pas la tour, il se dit, il va falloir que je parte. Il y a un moment où la dame dit, en parlant de son amant, il m'avait ébloui et je me suis aveuglée. Et le chapitre d'après termine, alors c'est dans le discours de la tour sur la manière dont il masque les lampes, les éclairages dans ses tableaux, et ça se termine par la volonté de ne pas aveugler. Donc il y a des tas de ponts de ce genre qui font que ces trois voix, la voix du maître, la voix de l'apprenti, la voix de la jeune femme du XXIe siècle, se répondent. Je ne sais toujours pas pourquoi j'en ai oublié une partie. On arrive à des... Alors attendez, j'enlève ça parce que sans ça va nous mettre trop loin. Dans La Nuit des Pères et dans Ellis Island. Et puis après, je m'arrêterai. On a des récits qui sont moins alternés que gigogne. Enfin, ça se dit pas, un récit de gigogne. Je suppose qu'il y a des tas de termes très très savants pour dire ça. Mais bon, la manière dont un récit en engendre un autre, etc. Mais bon, oublié. Ça fait, je suis à la retraite depuis très longtemps, en fait. J'ai oublié. La Nuit des Pères, avec ce problème étonnant du pluriel des pères, c'est pas la nuit du père, et en même temps on ne va raconter qu'une nuit, qui a plusieurs sens, celle dans laquelle s'enfonce petit à petit le père parce que la maladie de l'oubli fait que le monde s'obscurcit pour lui, et puis celle qu'il a à raconter sur ce qui s'est passé en Algérie, en Kabylie en décembre 1960. Mais là, elle dit la nuit des pères, comme si ça mettait en cause toute une génération. Enfin, et il n'y a pas d'explication du tout. Hein. Ce pluriel est dans le titre et du coup, je pense qu'on est pas mal interpellé par cette histoire. Donc, on commence par un long récit, alors marqué par des dates. Elle est venue passer 3 jours à la fin du mois d'août chez son père et son frère, le frère étant kinésie et ayant une petite maison pas très loin de celle du père, dans une ville de montagne qui ressemble peut-être à Briançon, c'est pas dit, mais enfin ça m'a rappelé un petit peu ces ambiances-là. Et donc son récit est scandé pour les 3 jours du week-end, hein, avec la date. Pardon, je suis loin, c'est ça? Non, c'est pardon. Les dates précises. Et là, du coup, j'entends plus. Si? Ça marche? Oui, très bien. Et Isabelle s'adresse à son père. Hein, c'est la première phrase que j'ai lue l'autre jour. Tout ça est adressé au père avec un tutoiement systématique. Sauf qu'il y a des moments où le tutoiement s'adresse à la mère, qui est morte depuis des années, et qui a, pendant toute leur enfance, essayé d'atténuer la colère du père ou la violence du père. Il y a des moments où on parle à la mère, et puis il y a des moments où le tu s'adresse pas à la mère, mais à un autre disparu, celui qui a été le compagnon de cette femme qui s'appelle Isabelle pendant des années, celui qui partageait son métier. Ce sont des gens qui font des documentaires sur les fonds sous-marins, les barrières de corail, et toutes sortes de choses extraordinaires, et lui était le caméraman. Et ils se sont très très bien entendus pendant des années manifestement, et quand il est mort, ça fait partie des choses qui ressurgissent petit à petit dans le récit. Elle a eu des raisons de se persuader que c'était de sa faute, que c'est elle qui avait commis une imprudence et que c'est pour ça qu'il est mort. Mais vous avez déjà cette voix qui dit tu à plusieurs personnages, dont 2 sont morts,
qui est un peu étonnant sur le statut du troisième, le père auquel elle s'adresse. Et un des soirs où elle est donc chez son père avec son frère, il leur dit qu'il est tout à fait conscient que la mémoire lui échappe et qu'il y a des choses qu'il veut leur raconter maintenant. Et alors ce père alors ça m'a pas beaucoup affolé moi, qui ne sait plus pourquoi il s'est levé de table pour prendre le sel et qui se demande pourquoi il est là. Je pense que ça arrive à des tas de gens. Bon. Mais ce père qui se promène avec dans ses poches des petits papiers sur lesquels il a écrit son nom, son adresse, son téléphone, mais aussi les noms de ses enfants et leur téléphone, comme elle dit comme un petit pouchet qui se battrait contre un ogre qui est la maladie. Ce père fait un récit extrêmement organisé, extrêmement précis, sans aucune hésitation. Et le jour où il livre enfin ce qu'il a sur la conscience depuis, on va dire, 50 ans, il le fait sans aucun problème de mémoire. C'est peut-être ça qui le rend malade d'ailleurs, cet homme. Une fois livré cette histoire et ce message à ses enfants, le récit s'accélère un petit peu, il leur fait il leur demande une promesse ce soir-là, ils tiendront la promesse, et donc il y a un moment où tout étant accompli, où le père étant mort et enterré quelques mois après, il y a une autre voix, et c'est la voix du fils. Le fils, le kiné, qui était resté au village, qui a veillé sur son père pendant des années alors que sa sœur avait fui et était partie, le fils prend la parole sur un mode relativement apaisé, et le fils a des choses à raconter aussi. Alors, je ne vais pas vous les lire parce que c'est un passage un petit peu long, mais il raconte un souvenir merveilleux qu'il estime être le meilleur souvenir de sa vie, d'un jour où son père, qui était devenu guide dans les Alpes, son père l'a emmené faire une course en montagne pour lui offrir ce qu'il connaissait de plus beau et ce que l'enfant n'a jamais oublié. Et subitement, donc, on change de voix, on change de ton. C'est pas du tout les récits passionnés et écorchés de la fille pendant les 2/3 du livre. Ça n'est pas non plus le récit très factuel et très insupportable de ce que le père a vécu. C'est un récit d'apaisement et qui donne du père une autre image subitement. Une image complètement positive, d'un homme extrêmement attentif à ses enfants, ce qu'on n'avait pas eu jusque-là. Dernier récit enchâssé, puis je vais tâcher avec des histoires qui s'amènent les unes les autres, c'est donc dans Le Dernier Gardien d'Ellis Island. Cet homme donc, les 5 derniers jours, on est en train de vider les lieux, de nettoyer les lieux et on va tout fermer, le matin et le soir, parce qu'il note non seulement le jour, mais l'heure, écrit le récit de sa vie, et il écrit le récit de sa vie parce que il estime qu'il y a, indépendamment, dans cette histoire d'Ellis Island, il y a l'histoire de la manière dont les immigrants ont été traités, mais il y a aussi une histoire personnelle et une culpabilité personnelle dont il veut se libérer. Donc, il raconte sa vie, d'abord de jeune marié heureux, puis sa femme meurt en soignant le typhus parce que les bateaux qui arrivent ont quelquefois des malades et qu'on met à l'infirmerie. La jeune femme est infirmière et voilà, elle fait partie des gens exposés. Il vit donc pendant longtemps assez seul. Et puis, en 1923, alors il est important que ce soit 1923, parce que la législation a changé en 1924. En 1924, il y a une loi qui interdit d'accueillir à Ellis Island les immigrants qui, premièrement, n'auraient pas déjà pris contact avec un consulat, une ambassade, enfin avec des autorités américaines avant de s'embarquer, et deuxièmement, qui savent lire et écrire dans leur langue d'origine. Ce
qui doivent vraisemblablement faire un tri assez extraordinaire. Donc, ça se passe juste avant, en 1923, il parle de l'arrivée d'un bateau dont il a supprimé toutes les traces dans les archives. Et on apprend petit à petit que sur ce bateau, il y avait un duo, enfin, c'est pas un couple, enfin, une jeune fille et son jeune frère, qui ont posé problème tout de suite, parce que le jeune frère étant handicapé mental, n'avait pas le droit. Il faisait partie des gens à qui on mettait la lettre X quand ils arrivaient, et on ne pouvait pas l'accueillir. Et la jeune fille n'envisageait absolument pas de rester sans son frère ou d'abandonner son frère. Donc il y a eu des scènes un petit peu violentes, qui ont attiré l'attention sur cette histoire. Lui a fait venir la jeune fille et a été pris d'un désir irrépressible et fou, qui fait que sous prétexte de l'aider et peut-être de sauver le frère, il a fini par l'attirer chez lui une nuit et par la violer en fait. Moyennant quoi elle lui raconte son histoire, pourquoi ils en sont arrivés là, ce sont des Sardes si je ne me trompe, comment ils sont arrivés là et pourquoi, et il apprend en reconstituant. Alors là, ce premier récit-là, il va être reconstitué par lui, il n'est pas en italique. Elle lui explique qu'ils étaient, elle et son fils, et son frère handicapé, ils étaient les fils des enfants d'un jeteur de sorts, d'un homme qui avait un statut très très particulier dans le village où ils habitaient. Et le père faisait peur, tant qu'il a été vivant, on n'a pas touché aux enfants. Et puis le jour où le père est mort, on a brûlé la maison, on a commencé à poursuivre les enfants, donc ils ont dû partir, et c'est elle qui avait trouvé du travail dans une auberge d'un port, qui a entendu parler de l'América. Les gens parlaient de l'América. Et elle s'est dit que dans l'América, elle et son frère avaient peut-être des chances de reconstruire une vie. Elle a fait des économies, ils sont partis. Mais elle ne peut pas laisser son frère à l'arrivée. Le frère se tue dans cette histoire. Elle est accueillie et va vivre à New York où il ne retrouvera jamais sa trace. Mais il recueille le témoignage, donc là on va avoir un récit en italique, un récit dans le récit. Il a recueilli le témoignage d'un anarchiste italien qui était sur le même bateau et qui a assisté à une scène extraordinaire. Il y a un enfant qui a été pris un truc genre péritonite, je sais plus si c'est expliqué, mais enfin, une maladie très violente, très brutale et dont il va mourir vraisemblablement. Et la jeune fille intervient. Et la jeune fille, en imposant les mains, en disant des paroles apprises de son père, la jeune fille apaise l'enfant et guérit l'enfant. Elle en sort épuisée, mais du coup, tout le cercle autour d'elle se pose des questions sur les pouvoirs de cette jeune fille, parce que, comme dit l'anarchiste, les pouvoirs ont toujours leur revers noir. Ça peut être le pouvoir de guérir, mais il peut y avoir aussi d'autres... Et donc, il a cette histoire. Et il a recueilli cette histoire qui est donc dans un dialogue et en italique. Et il se rappelle que lorsqu'elle a quitté Ellis Island pour aller à New York, elle lui a dit, en gros, tu mourras par l'eau et par le feu. On peut dire dans un moment de colère, mais voilà. Et bon. Et voilà, le dénouement de son histoire à lui a quelque chose à voir avec cette malédiction. C'est pas fini. Dans la mesure où il est mort à la fin, on convoque un coroner et l'homme de loi trouve dans le bureau le manuscrit et lit le manuscrit et interprète ce manuscrit curieusement en fonction de sa propre vie. Enfin, il y voit un miroir de sa vie d'homme qui néglige son épouse, qui n'a pas de vie de famille, etc. Enfin, vous avez un autre regard encore sur cette histoire. Mais le plus extraordinaire peut-être, c'est que avant les derniers jours à Ellis Island, le gardien a appris dans la presse qu'on venait de publier les mémoires d'un homme qu'il se rappelait très bien
avoir vu arriver à Ellis Island avec sa femme. C'était un dissident tchèque, réfugié donc parce que, comme il dit, là-bas je n'étais pas assez communiste, donc j'étais en danger. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais trop communiste et on n'a pas voulu de moi. Et effectivement, il fait partie des gens qui ont été recalés. Et il finit par aller s'installer au Brésil avec sa femme. Et il publie un livre. Et dans ce livre, il y a un passage sur Ellis Island que le gardien a eu le temps de lire avant de mourir. Donc vous retrouvez toute l'histoire de l'île avec un autre regard fait par quelqu'un qui a été refusé, enfin quelqu'un qui n'a pas pu entrer aux États-Unis et qui n'a pas pu vivre le rêve américain. Alors, j'ai quasiment fini. Je vous lis quand même parce que je trouve ça assez beau. Et si le sphinx de Thèbes ne posait qu'une seule question avant de dévorer les malheureux qui n'en trouvaient pas la réponse? Les fonctionnaires américains font beaucoup mieux, puisque ce n'est qu'au terme de 29 questions qu'ils engloutissent les réprouvés dans les limbes de leurs statistiques en les renvoyant par voie de mer. Il faut imaginer la fragilité, la folle énergie, la détresse et la détermination de toutes celles, de tous ceux qui ont un jour accepté l'idée pour fuir la misère ou la persécution, de tout perdre, pour peut-être tout regagner, au prix d'une des plus terribles mutilations qui soient, la perte de sa terre, des siens, la négation de sa langue et parfois celle de son propre nom, l'oubli de ses rites et de ses chansons. Car seule cette mutilation consentie pouvait leur ouvrir la porte d'or. Oubliez ce que vous savez, et rendez grâce à la grande Amérique qui, tel Jonas, vous engloutit dans ses entrailles, et vous restitue à un sol inconnu qui deviendra le vôtre, et dont vous constituerez le sel et l'humus, pour peu que vous lui offriez en échange de sa magnanimité, votre sueur, votre sang et votre absence de regret. Les rives de l'Hudson se confondent alors avec celles du Léthé, et vous tendent les bras. Mais te souviendras-tu, frère, lorsque tes propres enfants comprendront à peine la langue qui fut la tienne, qui fut celle de ton père, de ta mère et de tes aïeux, du chant des femmes de ton village et de la couleur du ciel au jour des moissons? J'ai frappé à la porte d'or, elle ne s'est pas ouverte. Représentais-je une si lourde menace pour la grande Amérique? Voilà. Et donc l'introduction de cet écrivain tchèque dans l'histoire dans le récit du gardien, quelque chose qui est assez fort tout à la fin. On va arrêter, hein. Alors, c'est un petit peu long. J'ai une petite citation, une toute petite, qui me semble rendre compte de la démarche, alors non pas de la démarche stylistique ou de composition, etc., de Gaël Josse, mais de ce qui l'intéresse. Alors, c'est de ce qui l'attire vers les histoires, de ce qui fait qu'elle a envie de raconter des histoires. C'est un tout petit passage de Vermeer entre deux songes. Et elle dit, je m'arrête là, « Je comprends alors pourquoi j'écris. J'écris pour dire des histoires d'égarés, de démunis, de perdus, d'abandonnés, des histoires d'errants qui marchent au bord de leur gouffre, qui s'égarent dans leur labyrinthe, des histoires de quel amour blessé, des histoires de mal-aimés, de maladroits, d'enfants solitaires, d'humains trop humains, de désarçonnés. » Oh. Je voudrais juste dire quelque chose, je ne sais pas si Gaël Josse raconte bien les histoires, mais oui, alors voilà, toi, tu les racontes vraiment très bien. C'est ce que je voulais te dire, exactement. Ça a été très agréable de suivre et que tu as une conteuse qui parle, quelqu'un qui raconte des histoires. Et honnêtement... Ça fait une voix de plus, en fait. Oui, mais il y a certains livres que j'ai lus et j'ai trouvé que tu les vraiment valorisés magnifiquement. Ah bah merci pour elle alors. Pour pas aller les oublier, j'ai découvert grâce à toi que j'avais lu Les Heures Silencieuses, mais j'avais oublié le titre, le nom d'auteur. Alors j'en ai lu d'autres. Ouais. Ça donne envie de lire. Ah bah super. De découvrir. Tu donnes envie de lire en t'écoutant. Oui. Il y a une chose, je voulais te demander, n'as-tu pas l'impression que un des charmes de Gaël Josse, c'est
la rapidité. C'est que c'est court, en fait. Ça pourrait tomber un peu dans, à la limite, le mièvre, une histoire un peu banale, mais comme c'est enlevé, quoi. Je crois que ça fait beaucoup à son... Oui, à et la en qualité. même temps, il y a beaucoup de choses. Oui, C'est très c'est qu'elle arrive à le faire vite. Ouais. Et ça n'est pas, parce que Dieu sait que j'aime, je l'avais dit, je crois, j'aime beaucoup Marie-Hélène Lafont, mais Marie-Hélène Lafont a une histoire, une écriture très sophistiquée, je trouve, enfin, et quelquefois, quelquefois on relit les phrases deux fois, et là, il n'y a pas de difficulté de lecture du tout, quoi. Absolument aucune. Aucune. Mais je crois qu'on le lit mieux parce que c'est court. Il me semble, pour moi. Alors, elle ne fait pas des gros romans de terroir de 600 pages avec une couverture en papier glacé. Mais j'ai rien contre, hein, parce que je vois les gens de la bibliothèque dont je m'occupe adorent ça et en lisent beaucoup. Mais là, c'est le fait que ce soit ramassé fait que c'est plus intense, je pense aussi. Après, j'ai l'impression que les derniers sont particulièrement violents. Les derniers. Les derniers écrits, la dépression de... La dépression, terrible. Moi, j'ai arrêté. La dépression de Clara, c'est quelque chose de terrible. Et mais la reconstruction est extraordinaire. La reconstruction. Oui. Alors il y a effectivement, et en plus c'est fait avec une délicatesse extraordinaire. Enfin, il y a le moment où les choses basculent, c'est parce qu'un jour elle s'achète un bouquet de tulipes. Oui. Et ce bouquet de tulipes, elle le met dans l'eau chez elle, puis elle le regarde, et c'est la première fois qu'elle a de nouveau envie de quelque chose. Après, il y aura un livre, après, il y aura aller voir la mer et passer une journée à la mer, puis après, il y aura retrouver son ami d'enfance. Mais c'est vrai que c'est très, très violent, enfin, ce qu'elle a vécu dans l'entreprise où elle vend de l'argent, comme elle dit, et la manière dont elle a été traitée, et puis la manière dont les gens essayent de l'aider, mais complètement à contre-temps, contre-emploi, je ne sais pas, enfin, on a l'impression qu'elle s'empare quand même beaucoup de sujets d'actualité oui. de la société, oui. À sa façon, à elle. Oui. Et là, l'histoire de la manière dont l'Algérie peut encore hanter et détruire des gens qui l'ont vécu, c'est assez fort, là. Mais alors, j'ai pas le temps, hein, parce que c'était un peu long, dans Noces de neige, la petite Irina, qui a donc quitté Moscou pour aller retrouver un beau brun à Nice, qui est un vieux monsieur, Irina explique au chef de bord du train, avec qui elle commence une relation tout à fait enthousiasmante, elle lui explique pourquoi elle est partie. Et là, ça a une résonance extraordinaire. Souvent, le texte est un peu long. Elle lui explique qu'elle a vécu pendant des années avec un type adorable qui s'appelait Mikhail, et qui a été à un moment engagé, mais plus ou moins de force, dans une légion qu'ils appellent pas Wagner, qui a un nom proche, mais c'est pas Wagner. Et quand ce type est revenu d'Ossétie, alors ça se passe, donc ça renvoie à ce qui s'est passé en Ossétie vers 2008 ou quelque chose comme ça, ou 2004, enfin, ils ont envahi, ou essayé d'annexer cette région-là. Quand il est revenu, il a commencé à faire des cauchemars, à hurler la nuit, crier la nuit, ce qui évoque des choses de la nuit des pères, à boire, à l'abattre, et en même temps on lui a raconté ce qu'il avait vu et ce qu'on lui avait fait faire. Et le jour où elle a demandé si on pourrait pas avoir un enfant, il a hurlé qu'il n'était pas question d'avoir un enfant dans ce monde-là, que c'était pas possible. Et tout ce qui se raconte sur les exactions de la Légion Wagner, je sais pas si elle en avait connaissance au moment où elle a écrit ça, parce qu'elle l'a écrit il y a quand même assez longtemps. Mais ça a une résonance très très forte alors qu'il est, quoi. Son goût pour la psychoclinique à travers ce genre de choses. Je suppose. Hein. Oui. Là, je crois qu'elle passe pas mal de temps à faire des ateliers où elle fait écouter de la musique à des jeunes gens de banlieue parisienne, à des ateliers musique, je sais pas si sans doute des ateliers d'écriture aussi, puisqu'on va en parler dans l'année, je crois. Mais oui. Ça... ouais. Bon.